Bonjour à toutes et à tous. Un livre vient de paraître. Il accuse Bernard Kouchner de s'être fait payer très cher des consultations auprès de dictateurs africains. Manifestement, le sujet intéresse puisque Investigation a reçu plus de 250 mails de réactions et de questions sur le sujet. Alors Michel Collot, bonjour. L'affaire Kouchner, vrai ou faux? Mais effectivement, il a été pris la main dans le sac et ça dit beaucoup sur les mœurs politiques et médiatiques quand on voit quelqu'un qui se fait payer des fortunes par des dictateurs africains pendant que leur peuple crève de misère et qu'en plus il se présente comme monsieur propre et que quand c'est révélé, il reçoit les félicitations de monsieur le président, qui trouve ça tout à fait normal. Mais je pense que c'est important d'aller au-delà du livre et des motivations personnelles de son auteur, aller plus loin parce que je pense que ce qui est important, c'est de montrer que cet homme, Bernard Kouchner, en réalité a menti depuis longtemps, depuis le début. Il a menti aux Français, il a menti à l'opinion internationale. Il s'est toujours présenté comme le défenseur des faibles contre les forts. C'est exactement l'inverse. À chaque guerre, il a défendu les forts, les puissants, les multinationales contre les faibles. Et pour faire passer ça, il a diffusé des médias mensonges et parfois même il les a fabriqués lui-même. Un lecteur nous écrit: qu'en est-il des aventures de Kouchner en Birmanie? A-t-il réellement blanchi les pratiques de travaux forcés dont est accusé Total? A-t-il été payé 25 000 € pour cela? Mais oui, on en a déjà parlé avant, c'est assez ahurissant de voir que Total a recouru au travail forcé de paysans birmans, qu'ensuite il a payé très cher pour arrêter un procès qu'il allait perdre face à des plaignants. Et puis là, Bernard Kouchner se permet de se faire payer 25 000 € pour un rapport qui dit que les Birmans sont très heureux, tout va bien. Donc c'est vraiment pas humanitaire et c'est pas très loin de la corruption finalement. Beaucoup de gens demandent pourquoi Kouchner, qui a une réputation d'humanitaire, n'a pas bougé en faveur des Palestiniens. Mais là justement, on voit que Kouchner n'est pas du tout pour les faibles contre les forts, mais exactement l'inverse, parce que Israël, c'est le gendarme du Moyen-Orient, c'est le flic du pétrole pour les États-Unis et pour l'Europe qui ont décidé que le pétrole, ça devait leur appartenir et pas aux peuples arabes pour pouvoir se développer et échapper à la pauvreté. Donc Israël, c'est un État colonialiste et raciste qui a un plan à long terme qu'il réalise par étapes chaque fois en se cachant derrière des prétextes. Un plan de vider la Palestine de ses habitants et de coloniser cette terre et les pays environnants. Donc par rapport à ça, Kouchner non seulement il n'est pas humanitaire, mais comme Sarkozy, il est sioniste, c'est-à-dire qu'il soutient à fond le droit d'Israël d'être la dernière colonie du monde parce que les Occidentaux veulent contrôler le pétrole. Donc là effectivement, Kouchner comme Sarkozy, ils n'ont pas du tout été au milieu ni humanitaire, ils ont aidé à fond Israël. D'ailleurs, quand Israël bombardait, Sarkozy et Kouchner ont fait une mission soi-disant pour essayer d'obtenir un accord, une trêve et de soulager les souffrances des Palestiniens. En réalité, ils ont été négociés seulement avec un des deux camps et ils ont juste gagné du temps pour permettre à Israël d'achever son sale travail. Et on a vu Sarkozy rire aux éclats avec Olmert pendant que les enfants palestiniens crevaient sous les bombes à Gaza. Un lecteur nous dit: j'ai été surpris par son soutien à la guerre contre l'Irak. Si on pense qu'il était humanitaire, effectivement, il y a de quoi être surpris. Moi, je pense que c'est un arriviste. Il faut remarquer une chose, c'est que au moment, en 2003, où la France s'est opposée à la guerre de Bush contre l'Irak, pour des raisons diverses, dont la rivalité économique, mais bon, Kouchner, lui, il a soutenu avec enthousiasme la guerre contre l'Irak. Je pense par arrivisme. Il n'avait pas un grand poste à ce moment-là. Il rêvait d'être secrétaire général de l'ONU, ou gouverneur de l'Irak, que sais-je. Et donc il avait besoin du soutien de Bush pour ça. Mais je pense que Kouchner, la population irakienne, il en a rien à fiche, parce que quand il y a eu l'embargo pendant des années, qui a tué 500 000 enfants irakiens de l'aveu même de la ministre des États-Unis des Affaires étrangères, Madeleine Albright, Kouchner, il n'a pas bougé sur ça, il n'a pas levé les petits doigts, il a continué à être à genoux devant les États-Unis, donc il n'y a rien d'humanitaire là-dedans. Bernard Kouchner s'est aussi illustré par ses actions dans les Balkans.
À ce sujet, un journaliste nous dit « Le trafic d'organes de prisonniers serbes, organisé par les militants albano-kosovars en 1999 et en 2000, s'est déroulé quand Kouchner était au nom de l'ONU gouverneur du Kosovo. Et il semble avéré que la mission de l'ONU a tout fait pour empêcher que ces trafics soient révélés. Cette affaire étouffée par les grands médias a débuté avec les révélations de Carla Del Ponte, ancienne procureure du tribunal de La Haye. 300 prisonniers serbes, mais aussi sans doute des prostituées usagées après service au Kosovo, ont été forcés de subir l'extraction de certains organes dans le nord de l'Albanie, avant d'être liquidés. Les organes étaient ensuite vendus à de riches clients. Oui, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me trouver, dont les parents, les proches sont disparus depuis des années. L'ONU ne fait rien pour les retrouver. Bernard Kouchner non plus. Il y a eu des manifestations récemment dans la région et ils ne font absolument rien. C'est vraiment un scandale. Vous avez beaucoup travaillé sur la Yougoslavie. Vous êtes l'auteur de 2 livres et avez co-réalisé un film sur le sujet. Vous avez des reproches bien précis à faire à M. Kouchner ? Oui, je pense que ça vaut la peine de bien vérifier là par rapport à tout ce qu'on nous a raconté. Je voudrais signaler qu'un analyste canadien, Sosudowski, a dit au Kosovo, l'OTAN, donc les États-Unis et l'Europe, a fait un mariage de raison avec la mafia albanaise. Et effectivement, il faut constater que maintenant, avec l'occupation de l'OTAN au Kosovo, cette région est devenue un État sans droit. La plaque tournante du trafic de l'Asie vers l'Europe pour la drogue, mais aussi des armes, des femmes, c'est vraiment un État aussi où règne le nettoyage ethnique, où non seulement les minorités serbes, mais aussi les Roms, donc les Gitans, les musulmans, les Ashkanis, les Goranes, parce qu'il y a toute une série de minorités nationales dans cette région, sont victimes du nettoyage ethnique, des protégés de l'OTAN, qui vivent vraiment dans des ghettos. Au fond, ils sont dans la même situation que les Palestiniens, et on n'en parle absolument pas. Et donc là, par contre, quand on voit toutes ces souffrances que l'OTAN a provoquées là, il y a une chose qui frappe. Les États-Unis, eux, se sont procurés une base militaire énorme qui s'appelle Camp Bondsteel, avec 7000 soldats, avec, tenez-vous bien, des pistes pour bombardiers qu'ils ont louées là pour 99 années. Alors si quelqu'un peut m'expliquer en quoi des bombardiers au Kosovo, ça peut servir à régler les problèmes de la population, il est évident que ce qui les intéressait, c'était d'avoir une base stratégique pour attaquer d'autres pays, la Russie, le Moyen-Orient, etc. Donc je pense que quand on voit tout ça, c'est une question, sur ce conflit, il faut justement se poser des questions. Il faut voir comment Kouchner et d'autres nous ont manipulés. Moi, je voudrais signaler que l'homme qui a organisé la mise en scène et la communication de l'OTAN sur ce conflit du Kosovo s'appelait Alastair Campbell, c'était le conseiller en opération psychologique de Tony Blair. C'est lui qui a aussi inventé les armes de destruction massive comme prétexte pour attaquer l'Irak. Donc il faut bien réfléchir à ça. En outre, sur le Kosovo, Kouchner a dit à un moment donné, il y a eu un génocide, il y a eu 11 000 victimes, on a les preuves. Le lendemain, il a dû se rétracter parce que tous les experts disaient que c'était bidon. De même, sur le soi-disant génocide qui aurait justifié que l'OTAN intervienne et bombarde la Yougoslavie, j'ai eu un débat avec M. Djemichi, qui était le porte-parole de l'OTAN ici à Bruxelles, et il a bien dû reconnaître dans un débat, et on a les traces, ça existe sur vidéo, qu'il n'y avait pas eu de génocide et qu'en fait on avait manipulé l'opinion sur ça. Alors le rôle de Kouchner dans cette affaire, il est grave justement, parce que je disais tout à l'heure, Kouchner c'est l'homme qui se présente soi-disant défenseur des faibles, mais en réalité il défend les forts contre les faibles. Et le droit d'ingérence, c'est quoi? C'est le droit des puissances coloniales, néocoloniales, d'aller intervenir dans les régions où il y a des richesses sur lesquelles on peut faire main basse, des zones stratégiques qu'on veut contrôler. Et le droit d'ingérence de Kouchner, c'est rien d'autre que la nouvelle version du colonialisme. Donc je pense que Kouchner, effectivement, est un imposteur, qui n'est pas un humanitaire, qui ne défend pas les faibles, et que quelque part, c'est un colonialiste. Est-il vrai que Bernard Kouchner a voulu vous intenter un procès? Absolument. J'avais écrit un article, oui, Bernard Kouchner mentait, il était sur mon site, il avait été diffusé en anglais, en espagnol, tout ça. Et quand il l'a appris, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à Bruxelles pour me menacer d'un procès. Alors j'ai dit, écoutez, si je me suis trompé, je suis tout prêt à le reconnaître en public, mais il faudra m'en convaincre, et puis les gens ont le droit de savoir, donc je vous propose un débat public, et si vous montrez que
je me suis trompé, je m'excuserai. Alors il a fait machine arrière et le procès, on n'en a plus entendu parler, malheureusement, parce que je pense que les gens ont le droit de savoir. Et donc je pense que, en fait, Kouchner est un imposteur. Et je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fabrique des médias mensonges. Je voudrais dire qu'en fait, cette histoire du média mensonge sur... j'avais écrit cet article parce qu'il avait parlé de camps d'extermination en Bosnie. Il avait montré des photos avec des miradors d'Auschwitz derrière des barbelés. Il avait inventé toute une histoire qui avait des camps d'extermination en Bosnie. Et puis, il a reconnu finalement que c'était faux, que ça avait été une invention des dirigeants de Sarajevo. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que il a... en fait, c'est pas lui qui a inventé cette chose-là. Ça a été lancé par des organisations sionistes en 92 aux États-Unis. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste de France 2 qui s'appelait Merlino, qui a été interrogé, l'agence de relations publiques et de fabrication de mensonges, en fait, qui s'appelait Rudolphin, et qui a effectivement confirmé, je cite Merlino, c'est un livre qui s'appelait « Toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire », et il a cité les organisations juives qui ont lancé pour le compte des États-Unis ce grand média mensonge. Il interroge le représentant de M. James Arf, le directeur de Rudolphin, et il lui dit « Mais vous n'aviez aucune preuve de ce que vous disiez sur les camps ?» Et le bonhomme répond « Non, nous n'avons pas affirmé qu'il y avait des camps de la mort en Bosnie. Nous avons fait savoir que tel journal l'affirmait. » Vous rendez-vous compte de votre énorme responsabilité, dit le journaliste français. Réponse, nous sommes des professionnels, nous avions un travail à faire et nous l'avons fait, nous ne sommes pas payés pour faire la morale. Donc là, comme dans le cas des couveuses en Irak, gros média mensonge des couveuses et la fausse interview d'une infirmière, d'une fausse infirmière, à chaque grande guerre, il y a un média mensonge qui est censé faire basculer l'opinion pour qu'elle approuve cette guerre. Kouchner, il a participé, il a fabriqué ça, donc il a une responsabilité. Le problème, c'est que ces guerres, elles ont provoqué beaucoup de victimes, beaucoup de souffrances, et non seulement il ne s'est pas excusé auprès des victimes, mais en plus, l'opinion ne le sait toujours pas. L'opinion reste dans un état de manipulation sur cette histoire-là. Voilà. Donc nous venons de parler de la Yougoslavie, nous allons maintenant partir vers l'Afrique, car c'est un sujet qui a également mobilisé beaucoup de réactions. Beaucoup de gens se posent des questions sur la position de Bernard Kouchner par rapport au Congo et au Rwanda. Les souffrances des gens du Congo ou du Rwanda, c'est pas ça qui les intéresse. Pour les intérêts, pour la France, pour les États-Unis, l'Afrique, c'est essentiellement une terre avec de grandes richesses, des grandes ressources minières, agricoles, etc. Et donc il y a une bataille entre grandes puissances, entre les États-Unis et la France surtout, pour savoir qui va contrôler ces richesses. Alors là, on joue un jeu très cynique. Quand il y a eu le génocide au Rwanda, qui est un pays stratégique pour contrôler les richesses du Congo, ben Mitterrand, le président français, a soutenu les milices Hutus qui ont commis ce génocide. Au Congo, il avait misé sur le dictateur Mobutu contre les forces de libération de Laurent Kabila et des mouvements de libération. Et donc, c'est un jeu très cynique. Vous savez, le ministre US des Affaires étrangères, Henry Kissinger, disait « Les grandes puissances n'ont pas de principes, elles n'ont que des intérêts ». Et c'est exactement confirmé là. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la France, elle a perdu dans cette bataille du Congo. Elle cède du terrain en Afrique par rapport aux États-Unis. Alors là, tout d'un coup, on voit Kouchner qui veut renverser les alliances et qui veut se rapprocher de Kagame et du Rwanda, toujours avec l'espoir de bien placer la France dans la bataille pour les richesses de l'Afrique. Ça, il faut le placer dans un contexte général. Vous savez, quand Sarkozy a été élu président, on s'est beaucoup scandalisé parce que il a été se reposer 3-4 jours sur un yacht très coûteux d'un des plus riches français qui s'appelle Bolloré. Et évidemment, Sarkozy a été mis au pouvoir par une série de Français les plus riches, mais ce que Bolloré fait en Afrique, c'est très intéressant et ça gagnerait à être connu. C'est un homme qui a un contrôle monopolistique sur les richesses céréalières de l'Afrique et qui plonge énormément de paysans dans la pauvreté par cette exploitation-là. C'est un homme qui a un contrôle sur les ports et les moyens de transport pour faire partir les richesses de l'Afrique vers l'Europe. C'est aussi un homme qui vend le tabac français, qui vend toutes sortes de
matières, de produits français. Donc c'est vraiment le genre de personnage et de multinationale qui maintient l'Afrique dans la pauvreté pendant que toute la richesse s'en va au nord. Alors je crois que Bernard Kouchner, sur tout ça, le soi-disant humanitaire, le fait que ce système-là produit des millions et des millions de pauvres, ça ne le gêne pas. Et donc là, on voit bien de quel côté il est en fait. Mais quand même, Kouchner est intervenu pour les plus faibles en Somalie et au Darfour. Non, je pense que Kouchner, justement, il est toujours avec les plus forts. Dans le Darfour, comme en Yougoslavie, il a crié au génocide. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est qu'au Soudan, il y a du pétrole. Le Soudan est un pays qui veut rester relativement indépendant par rapport aux États-Unis et à l'Europe. Donc, on va le diaboliser pour ça et on va présenter des médias mensonges. Là aussi, il faut le savoir, on nous manipule sur ça. Et dans le cas de la Somalie, Kouchner, il a commencé sa grande carrière d'humanitaire en se promenant, les gens de ma génération, ils ont tous vu ça, en se promenant avec un sac de riz sur l'épaule, sur une plage de Somalie, soi-disant que les bons blancs, les bons Européens allaient venir sauver les Somaliens de la pauvreté. En réalité, en Somalie aussi, il y a du pétrole dans le sous-sol, les États-Unis le convoitent. La Somalie, c'est un pays stratégique. Quand vous regardez une carte de l'Afrique, vous voyez tout ce qu'on peut contrôler à partir de là. Et donc, en fait, c'est absolument frappant de voir que Palestine, Irak, Yougoslavie, Darfour, Somalie, on pourrait encore donner quelques exemples. Chaque fois, Kouchner, il n'intervient pas du tout pour protéger les populations locales, mais pour permettre aux grandes puissances, États-Unis et France, de faire main basse sur les richesses, de faire main basse sur ces pays. Et en fait, Kouchner, c'est un peu l'agent commercial, l'agent publicitaire des pays riches et des grandes puissances. Finalement, ce que vous décrivez est assez inquiétant. On sait que Bernard Kouchner a une image d'humanitaire bien ancrée. C'est une véritable icône. Il a paru d'ailleurs parmi les personnalités préférées des Français, aux côtés de l'abbé Pierre, de Zidane. Alors, est-ce qu'il existe d'autres Bernard Kouchner? Effectivement, c'est la question à poser. C'est fascinant de voir qu'on arrive à faire passer pour un saint Kouchner, un homme qui est un arriviste, égoïste, arrogant, qui se remplit les poches. Et tout le monde le sait, aussi bien dans la politique et dans les médias, et quand même on arrive à faire croire ça aux Français. La question, effectivement, c'est quel rôle jouent les Bernard Kouchner? Parce que quand celui-là sera usé, on va en mettre un autre. Il joue le rôle suivant. Comme les guerres sont économiques, comme les guerres sont pour les intérêts des multinationales et que ce sont des guerres injustes contre Gaza, l'Irak, la Yougoslavie, etc., comment est-ce qu'on peut faire avaler ça aux gens? Parce que les gens en Europe ne sont pas des égoïstes et des indifférents. Si on leur donne une vraie information, ils vont dire non, on ne veut pas de ces guerres-là. Donc justement, on est obligé de leur vendre ces guerres-là avec un individu qui est présenté comme généreux, humanitaire, désintéressé, qui a une belle image. Il est absolument nécessaire pour vendre cette guerre. Et donc, c'est la question à poser. Quand il sera usé, par qui on va le remplacer? Et forcément, les mêmes mécanismes vont revenir. Je pense qu'il est important que le public, que les gens se rendent compte qu'il faut une sorte d'éducation aux médias, à l'école, par le site internet et le travail que nous faisons, par des livres aussi que nous avons en projet sur le travail des médias. Il faut qu'on se pose la question, c'est pas telle ou telle personne qui est intéressante. Quand il y a une guerre, je dois essayer de repérer où sont les intérêts économiques, surtout si on me les cache. Je dois essayer de voir pourquoi on diabolise tel ou tel, je dois essayer de voir pourquoi on donne la parole seulement à un camp et pas à l'autre. Et je pense que l'affaire Kouchner, elle va bien au-delà de ce personnage qui est finalement assez minable et assez dégoûtant. Mais il est important de comprendre le rôle qu'il joue et comment chacun d'entre nous peut apprendre de cette affaire pour éviter qu'on nous refasse le même coup dans les guerres prochaines. Michel Colomb, merci.